vous rappelez de l'époque où la plupart des gens avaient une bouteille de gros gin, comme chez mon grand-père, ou un bon vieux vermouth dans leur bar? Où les repas se terminaient avec une incontournable crème de menthe, une tradition disparue et qui a refait surface dans les dernières années d'ailleurs. Des tendances, on en a vu de toutes les couleurs. Mais d'où viennent-elles? Elles arrivent d'où sur la planète? Au Québec, est-ce qu'on suit toutes les modes pour le vin, les cocktails, sans exception, ou est-ce qu'on crée nos propres tendances? Avec Éric Bertoldi, expert produit à la SAQ, et Martin de Tainville, directeur adjoint à la mise en marché, on se penche sur comment apparaissent les tendances dans le monde du vin et des spiritueux, ici au Québec, comme ailleurs sur la planète. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 7, les tendances produits. Martin, Éric, bonjour, merci. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Salut Yann, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. D'abord, en quelques mots, je veux savoir, Éric, qu'est-ce que tu fais à la SAQ? Moi, je suis expert produit au service de la commercialisation, dans la division de la commercialisation. Donc, je m'occupe du développement et de la validation de contenu. Donc, tout ce qu'on met en ligne sur notre site Internet ou sur nos plateformes numériques. Je suis également animateur pour nos ateliers SAQ-THQ. Donc, c'est nos cours à la clientèle sur les vins et les spiritueux. Également dégustateur pour le comité de sélection de produits, donc des produits qui veulent rentrer sur nos tablettes. Oui, puis on te voit de temps en temps aussi sur nos médias sociaux faire des suggestions de produits. Oui. Martin, de ton côté, tu fais quoi? Oui, moi, j'ai la chance d'être responsable de l'équipe stratégie mise en marché là, à la commercialisation. Donc, c'est une équipe là, qui est au cœur des tendances. On les étudie. J'ai une partie de mon équipe qui est responsable de ça, mais j'ai aussi une partie de l'équipe qui réalise le réapprovisionnement de la zone cellier, qui est un peu l'épicentre là, des tendances à venir là, où ça émerge. Et puis, on s'occupe aussi de tout ce qui est placement des produits en succursale, tout comme les promotions, les mises en valeur. Donc, on est à même là, de voir là, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui s'en vient? Éric, Martin, dans le domaine de la mode, si on prend un exemple, il y a des créateurs qui dictent les tendances, qui influencent notre style vestimentaire, qui vont nous permettre de renouveler notre garde-robe ou pas. Dans le monde du vin, des spiritueux, comment un acheteur d'alcool comme la SAQ s'assure d'être dans le vent, là, comme le chantait Pierre Lalonde dans les années 60, là, de suivre la parade des tendances? Martin. Oui, bien, c'est déjà un gros travail en soi. C'est plusieurs éléments qui sont mis ensemble pour réussir à identifier, à voir ce qui pourrait arriver sur le marché dans les mois, dans les années à venir. La première chose, il y a des études qui sont réalisées, des études comment en suivant toutes nos ventes, donc ce qui se passe, mais aussi en suivant le comportement du consommateur. On a la chance d'avoir plusieurs informations en lien avec le consommateur, donc ça nous permet de voir un peu vers où les choses vont. Il y a aussi des salons internationaux où les professionnels du monde du vin et des spiritueux se rassemblent, donc qui permet un peu comme dans le monde de l'automobile, d'aller voir les tendances, les nouveautés, la réaction des gens. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on va faire, tout comme beaucoup d'échanges avec des partenaires. La SAQ a beaucoup de fournisseurs différents sur ses tablettes, donc il y a beaucoup, soit en voyage ou soit même là, des gens qui vont passer sur Montréal. C'est un peu une plaque tournante ou un arrêt ou incontournable pour les producteurs, donc ça nous permet d'échanger, voir ce qui se passe sur les autres marchés. Puis j'imagine que la littérature aussi, les magazines, tout ça? Effectivement, tu faisais le parallèle avec la mode. Le monde du vin a aussi un grand nombre de journalistes, un peu partout ici au Québec, mais aussi à l'international qui suivent. Donc, ça nous permet aussi d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Puis, je me permettrais un dernier élément là, qui n'est pas à négliger, mais c'est tout aussi la restauration qu'on suit, les ventes en restauration. Là-bas, il y a beaucoup accords 20 mai, donc de voir ce qui va se passer là aussi va venir influencer ce qui va se passer sur nos tablettes dans les mois, dans les années à venir. Puis, Éric, est-ce qu'il y a tu as déjà constaté des tendances uniques au Québec, des choses qui ont marché juste ici, des coups de cœur complètement imprévisibles peut-être, là, du genre, je l'ai pas vu venir celle-là. Là. Vous êtes dit au bureau peut-être en voyant les ventes de certaines choses. Absolument. Rappelez-vous de la place qu'occupait le Porto au début des années 2000. C'était une tendance qui était extrêmement forte au Québec. Idem pour l'arrivée des vins nouveaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le troisième jeudi de novembre, c'était la folie un peu partout. Ça, les vins nouveaux, c'était des vendanges, des nouvelles vendanges. En fait, c'est des produits français qui arrivaient ici. Là, on en faisait un happening. Souvent dans la région des vins du Beaujolais, mais on en a eu également des vins italiens, mais c'était des vins qui étaient pressés, embouteillés, qui arrivaient rapidement sur les tablettes. On en parlait à la radio, on en parlait dans les journaux. Écoutez, moi, je travaillais en succursale à l'époque et le matin, c'était la file dehors. Là. Comme au Black Friday, par exemple. C'était la folie. Là. C'est sûr que ça s'est essoufflé avec les années, mais une des tendances qui ne s'est pas essoufflée, c'est notre consommation de vin en général. On consomme énormément de vin au Québec. On est la province où il se consomme le plus de vin au Canada. Si on se compare avec nos voisins en Ontario, on est presque au double en termes de consommation par litre par habitant. Là.
Ça, il y a eu un turning point des années 70. Là, on fêtait notre 100e l'année passée. C'est vraiment 70-80. Le vin a supplanté les spiritueux dans les habitudes de consommation des Québécois. Puis même les Européens qui viennent ici trouvent que notre approche par rapport au vin, par rapport à la nourriture, elle est très européenne ici, qu'on ne retrouve pas dans les autres provinces. Il faut que la tendance se maintienne un petit peu là, dans le temps pour qu'il y ait une tendance. Sinon, on va parler davantage d'un buzz, d'un intérêt soudain pour un produit ou une catégorie qu'on veut absolument se procurer. Là. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'intérêt soudain pour le pinot noir suivant la sortie du film Sideways. Je ne sais pas si vous vous rappelez du... Oui, ça, c'est À la dérive. C'était, me semble, ça date le début des années 2000, 2004. La séquence de Miles, qui était jouée par Paul Giamatti, qui parlait de son amour du pinot noir, qui l'expliquait de façon très, très poétique, très captivante. Écoutez, on regardait ça, puis on sentait carrément la soif monter. Là. Et ça s'est rendu en vente. Là. C'est 20 d'augmentation de vente là, pour le pinot noir. Même chose pour le cocktail cosmopolitain qu'on retrouvait dans Sex and the City. C'était pas rare qu'on arrivait dans des soirées puis qu'on voyait un verre de Cosmo à la main, là, même dans les bars. Quelque chose qu'on n'a pas vu venir et qui nous a frappé en pleine face, c'est la pandémie depuis mars 2020. Ça a secoué tout le monde partout. Ça a entraîné des impacts, des changements dans les comportements qu'on ne pouvait pas prévoir nécessairement. Justement, comment la pandémie a joué sur les habitudes d'achat des Québécois, sur leur choix de produits? Éric? Bien, c'est sûr que les aspects négatifs de la pandémie, on les connaît, là, on les subit encore. Mais je pourrais dire qu'un des aspects positifs que la pandémie elle a redonné aux gens, aux familles, aux couples, c'est du temps. Du temps qu'on avait perdu, du temps de qualité. Ça nous a redonné du temps pour... les gens l'utilisaient de toutes les façons, mais une des façons qu'ils utilisaient, c'est que ça ramenait les gens dans les cuisines, derrière les fourneaux. En fait, on se faisait plaisir, on achetait local, puis qui dit bonne bouffe, dit bon vin. Nos ventes en ligne ont explosé aussi, donc les gens étaient disposés à recevoir d'informations, à recevoir de la nouveauté, de se faire proposer des accords 20 mai. Donc, pour nous, tout le contenu qu'on développait, on savait où aller chercher les gens. On voulait aller stimuler leur intérêt, puis c'est sûr que c'était sur les réseaux sociaux. Là. Puis quand tu parles de contenu, tu parles évidemment des articles de magazines, puis des contenus sur Facebook, là, plus produits. Là, exactement, les intérêts en fait que les gens ont sur les produits alcooliques. Là. Tout à fait. Les facteurs externes qui peuvent influencer le consommateur sont multiples. Bon, il y a eu la pandémie qui est arrivée, mais il y a plein de choses. Ils peuvent venir de partout, à tout moment. Par surprise même. Alors, dans un environnement qui est aussi changeant, comment la SAQ, comme acheteur, parce qu'on est un des plus grands acheteurs de vin dans le monde, peut établir son plan de match? T'sais, comment on prévoit les achats pour répondre aux demandes des clients puis aux possibles tendances qui peuvent surgir à un moment ou à un autre? C'est clair que c'est un mix, Yann, entre deux choses. Il y a d'un, il faut se faire un bon plan parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait affaire avec des dizaines de pays différents sur la planète. Il y a des délais de transport qui peuvent être importants. Je pense que vous avez eu un balado aussi sur le sujet récemment. Donc, il y a des contraintes à prendre, je pense, entre autres, là, faire des achats de vin d'Australie. Il faut y penser 6 à 8 mois d'avance pour le faire. C'est la même chose dans le monde du vin. Il ne faut pas oublier, c'est souvent une production une fois par année. Donc, on ne peut pas, là, comme sur d'autres industrie pouvoir se réapprovisionner en continu. C'est pas le cas. Donc, il faut faire des bonnes prévisions. Il faut prévoir. Donc, il faut anticiper la tendance vers où on va faire nos achats. Mais quand je dis c'est un mix, il faut aussi se donner une certaine liberté. Il faut se permettre de réagir aux tendances, au buzz qu'Éric mentionnait déjà plus tôt tantôt. Donc, c'est vraiment là, de travailler en équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'on fait des achats tout au long de l'année. Et puis qu'on va se réajuster là, au fur et à mesure pour voir les choses arriver. On a parlé de pandémie tantôt, mais on a vu les gens se sont fait un petit peu plus plaisir. Là, Éric en parlait avec l'argent discrétionnaire. On a vu plus de ventes de champagne, un petit peu moins de mousseux. Oui, le panier d'achat en fait, de nos clients a augmenté. Donc, les gens, visiblement, s'achetaient peut-être une meilleure bouteille que dans un temps plus normal ou s'achetaient une bouteille de bulle pour essayer de créer quelque chose, avoir un moment intéressant, le fun avec... Bon, on se récompensait, en fait. Combien de fois qu'on s'est dit cette semaine, elle a été difficile parce qu'on le mérite, là. Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a vu et on a été obligé de réagir. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a pu mettre en place parce qu'on a un mix entre un bon plan, mais aussi une agilité là, qui nous permet de... Donc, c'est toute la recherche que tu fais avec ton équipe sur ce qui s'en vient, sur les tendances, plus cette flexibilité-là que vous gardez pour regarder, OK, ça, c'est peut-être un produit intéressant, un créneau intéressant, on va l'amener chez nous. De voir ce qui se passe sur les ventes. On parle encore de la pandémie, mais on a vu les gens, après-repas, ont repris de la vigueur. Les gens qui n'étaient pas... Si drôle ça peut se paraître, mais tous les gens qui vont en Floride,
COVID qui étaient restés ici. C'est des consommateurs qui étaient encore attachés au Porto, on l'a parlé tantôt en début, ou au brandy. Ben, c'est des choses qu'on a vu augmenter parce qu'ils étaient restés avec nous l'an dernier. Donc, il a fallu réagir puis augmenter nos commandes. Donc, c'est des beaux exemples. On va rester sur les tendances au Québec. Si on regarde le client, le Québécois type là, qui magasine chez nous, qu'est-ce qui guide ses choix? Au-delà des tendances, là, c'est quoi son comportement? Qu'est-ce qui guide ses choix, Martin? Oui, je vais dire, à l'heure actuelle, on voit 3 grandes choses du côté du consommateur. D'un, il est encore plus curieux qu'avant. C'est fou comment les gens sont curieux, que ça soit sur les pays, il n'y a plus de frontières, que ça soit sur les régions, que ça soit sur le type de cépage. Les gens, ils veulent découvrir, ils veulent voir. On n'est plus seulement là, sur le Cabernet Sauvignon ou sur la Syrah ou encore sur le Chardonnay. Là. Les gens sont prêts à aller voir. Même les couleurs, on voit là, le vin orange là, qui a un super engouement à l'heure actuelle. Donc, les gens sont ouverts, curieux. Les gens sont beaucoup plus soucieux aussi, là, soucieux du produit qu'ils vont s'apprêter à consommer. Puis ça peut se traduire là, par le niveau de sucre qu'ils vont regarder beaucoup dans le produit. Mais on peut penser aussi aux intrants qui vont être dans le produit. Je pense entre autres au taux d'alcool sur lequel les gens sont beaucoup plus soucieux que ça peut être au début des années 2000. Puis dernier élément, les gens sont beaucoup plus responsables dans leur achat. Donc quand ils posent un geste d'achat, ils veulent le faire aussi de façon responsable sur l'environnement. Donc, sur leur environnement. Et là, quand on parle d'environnement, on peut penser aux vins bio, aux vins nature qui vont être dans ça, mais l'achat local, on y revient. Donc, la distance, qu'est-ce que mon produit a parcouru beaucoup, peu de distance. C'est des éléments maintenant qui vont être pris en considération, tout comme le contenant. Là. Donc, quel est l'effet du contenant que j'ai pour mon produit? Donc, c'est des choses qu'on ne voyait pas là, encore là, il y a quelques années, mais qui maintenant apparaissent. Donc, le Québécois, il est connaisseur, mais il est aussi avide de découverte. Il veut découvrir des choses. Avide et d'avoir l'information. C'est pour ça que des gens comme Éric sont dans l'équipe là, pour pouvoir la diffuser, cette information-là. Éric, comment justement nos clients réagissent à l'émergence des nouveaux produits que nos conseillers en succursale, en magasin leur proposent? Est-ce qu'ils sont en général curieux, surpris, hésitants, ouverts, toutes ces réponses? Bien, son trait le plus fort, Martin l'a bien mentionné tout à l'heure, c'est la curiosité, mais je dirais que la clientèle, je la qualifierais de plus en plus d'imprévisible, de surprenante. Je l'ai pu le constater dans les cours que je donne à la clientèle dans les 5 dernières années. Je peux autant avoir un couple de jeunes branchés qui sont très vins français dans leur consommation, très classiques, puis avoir de l'autre côté un couple plus âgé qui vient me voir puis qui me pose des questions très pointues sur des vins oranges ou des vins nature. Mais pour moi, une clientèle qui est imprévisible, c'est une clientèle qui est curieuse, qui est ouverte. Qui est avide de nouveautés. Puis il y a une tendance qui est en train de s'installer aussi, c'est que les gens cherchent à connaître la démarche derrière les produits, de savoir, de se faire raconter l'histoire derrière le produit. Et ça, la façon que nous, on a à le faire, c'est d'aller les rejoindre sur les réseaux sociaux parce que les gens sont très branchés. Donc, tous nos contenus sont adaptés. C'est plus un secret pour personne. C'est là qu'on doit aller capter leur intérêt. On va parler de tendance à venir maintenant. On aime se projeter vers ce qui s'en vient. Je vais vous demander de jouer aux créateurs de tendance. Quelles seront, selon vous, les catégories, les types de produits qui vont être populaires dans l'avenir? Parce que je veux surtout pas être à côté de la plaque quand je vais recommencer à avoir des soupers d'amis. Donc, Martin, je commence par toi. Yann, tu n'es pas le seul à avoir cette question-là. Je pense qu'autant Éric que moi, c'est des questions qu'on reçoit régulièrement. Je dirais là, que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé depuis tantôt, mais des choses qui peuvent arriver sur une tendance, il y a des changements de réglementation aussi qui peuvent permettre d'amener un changement de tendance. Puis j'en ai une en tête qu'on va voir, je pense, les répercussions dans les mois à venir. C'est en Italie, les Prosecco. Donc, les Prosecco, maintenant, il est possible d'avoir des Prosecco rosés. Donc, je ne serais pas surpris que tu fréquentes des terrasses au cours de l'été et puis que tu vois... J'ai entendu parler aussi des cidres troubles. Il y a les cidres troubles aussi, qui est une nouvelle chose qui est permise, donc qui va permettre, là, puis on va en voir probablement un petit peu plus là, sur le marché. Donc ça, c'est un des premières choses qu'on peut anticiper. La deuxième chose, c'est, on l'a dit tantôt, les gens sont de plus en plus curieux. Donc du côté de l'Europe,
On a vu, là, Éric a parlé, là, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'était déjà bien populaire. Mais soyons pas surpris de voir sur les tables des Québécois beaucoup plus de pays différents de façon plus fréquente aussi. Là, je pense que c'est des choses qu'on va voir beaucoup plus. Du côté des spiritueux, puisqu'on a parlé beaucoup du vin, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le spiritueux, ça reste quand même important. Il y a eu beaucoup de distilleries qui se sont implantées au Québec dans les dernières années. Tu en as parlé en entrée qui ont influencé beaucoup le gin. Mais je pense qu'on va voir des choses aussi apparaître de ce côté-là. Je pense au whisky, ils sont en train de travailler. Ça prend 3 ans pour faire un whisky canadien. Donc, ils sont en train de mettre des alcools de côté qui sont en train de vieillir. Je pense que ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on va se mettre à collectionner les whiskies après avoir collectionné les gins? Je ne serais pas surpris. On a tout ce qu'il faut ici pour en produire. Hein. On a la matière première, on a l'expertise. Oui, effectivement. Peut-être à l'international, du côté des spiritueux, je vais parler un peu... Les tequilas, j'ai parlé de restauration tantôt, mais ça fonctionne très fort. C'est plus dans les shots, comme certains ont connu à l'université, là, donc, mais beaucoup plus en cocktail. Donc, je pense qu'il y a des choses là. Puis, on a parlé beaucoup du produit depuis le début, là, ou du liquide, là, entre guillemets, mais je pense que, Yann, on va voir aussi apparaître dans les prochains mois, dans les prochaines années, le contenant va changer, va se diversifier. On va parler peut-être plus là, de choses en aluminium, des contenants en carton peut-être aussi qui vont apparaître. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a des tendances qui vont être là. Au début des années 2000, on se souvient, hein, le bouchon, quand c'est arrivé, le twist cap, ça a fait réagir, même des fois, ouais. Je pense que là, on pourrait voir des pouches apparaître aussi pour le vin. Ça, c'est quoi ça, des pouches? C'est pour le pesto, là, parfois on va le voir. Là. Donc, déjà en Europe, il y a des vins qui apparaissent dans les pouches. Je vois des réactions déjà même en studio. Je pense qu'on va avoir la même réaction du consommateur, mais je reviens, on les a eu ces réactions-là avec le twist cap. Puis aujourd'hui, on le trouve agréable dans certaines situations. On trouve que c'est même très pratique. Donc, est-ce que ça sera la situation qu'on va vivre dans les prochains mois, prochaines années? Je pense que oui. On va suivre ça. Éric, ton côté? Bien, c'est sûr que l'intérêt pour les vins oranges est toujours là. Ce qui change dans cette catégorie-là, c'est d'arriver sur le marché des nouveaux cépages pour les vins oranges, qui changent la perspective aussi, qui apportent des nouveaux profils aromatiques. On va en retrouver certains en canette, des vins en canette. Parlant de canette, les prêts à boire. Ça a explosé, ça. Ça a explosé définitivement. J'en ai un en tête, les seltzer, qui sont des eaux pétillantes qui répondent à un besoin de la clientèle justement sur des produits à faible taux d'alcool, peu de sucre. Donc, c'est des eaux pétillantes aromatisées. On a également aussi, on parlait de cidre retour tout à l'heure, qui sont des cidres qui sont non filtrés, dont certains sont élaborés un peu de façon moins interventionniste, un peu comme les vins nature. Aussi, il y a une tendance qui est en train de s'installer pour des vins plus légers, des vins rouges plus légers, plus faciles à boire, plus digestes. Les gens sont moins vers des rouges plus puissants. Donc, c'est des rouges qu'on met au frigo. Moi, je corresponds directement à ça. Qu'on sert à fraîcher. Bien, ça, c'est de plus en plus. Puis, ça répond aussi à ce que les gens mangent. Les gens commencent à manger un peu plus léger. Donc, quelle est la question que les conseillers en vin ou les gens en succursale se font le plus poser? C'est « Je mange ça ce soir. Qu'est-ce que tu me suggères avec ça? » L'accord vin, mais. Donc, c'est sûr que si je mange plus léger, bien, les vins vont s'adapter à ça. Martin en a parlé tout à l'heure. Les whiskies, j'en ai goûté quelques-uns, des whiskies québécois. C'est sûr que notre expertise a été faite sur les gins, mais les whiskies vont, dans les prochaines années, vont faire leur place tranquillement. Je te dirais aussi que dans la quantité de produits que je déguste par année pour le travail, je réussis toujours à me faire surprendre. Tout le temps, il y a toujours des produits qui arrivent sur le marché où les producteurs s'adaptent, innovent rapidement pour rester compétitifs. C'est un milieu qui est très difficile où faire du surplace, bien, ça ne pardonne pas. Mm-hmm. Peut-être une des choses qu'on va voir ou qu'on va entendre parler dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est la piquette. Là, on pense pas à la piquette qu'il y avait dans la petite vie, là, mais on parle vraiment d'un type de produit qui est réglementé, qui n'était pas possible au Québec, mais qui va commencer à être produit de façon officielle ici. Et il y en a déjà sur d'autres pays. On voit une montée d'intérêt par rapport aux clients. C'est un produit qui est fait avec les matières solides quand on fait le vin. On les réutilise, on les réhydrate avec de l'eau. Ça permet de faire un vin, comme Éric disait tantôt, là, une boisson, là, on ne va pas appeler ça un vin, mais on va appeler une boisson qui est moins fort en alcool, qui est un peu plus léger. Donc, sur la terrasse, là, ça risque de faire un tabac. En tout cas, on risque certainement d'en voir apparaître. Tu auras peut-être dans une soirée mondaine une piquette. Ça fait drôle de mélanger les deux choses ensemble, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va se reparler dans les prochaines semaines. Éric, Martin, je veux vraiment vous remercier. Super intéressant comme sujet. Je pense que nos auditeurs en ont appris beaucoup aujourd'hui. Puis j'espère vous revoir bientôt au micro de Sous le bouchon. Merci. C'était très agréable. Merci. C'est clair. La SAQ doit faire preuve de flexibilité
et se laisser de l'espace pour des tendances qui émergent sans trop d'avertissement. C'est le travail de plusieurs de nos équipes avec l'objectif de toujours bien répondre aux attentes du client. Parce qu'ici, un client de la SAQ a un accès à des milliers de produits de partout dans le monde. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Consultante à la réalisation, Maude Pétel-Légaré. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Lou Blackburn pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.